Ce que je demande tout de suite à un client, c'est avez-vous épargné pour les mauvais jours? Parce que ça y est, le temps se gâte. Et bienvenue dans l'épisode 61 de Faites entrer le film. Salut les garçons, comment ça va? Salut. Bonsoir, ça va et toi? Oh, ça va très bien, Kev. Merci beaucoup de le demander. Ok, vous avez passé une bonne semaine, tout va bien, blabla. Après The Grand Budapest Hotel. C'était le dernier film qu'on a fait, mais pas du tout. C'était on a fait Hardcore Henry, mais... Ah, c'est vrai, c'était Hardcore Henry. Il était tellement oubliable que je l'ai déjà oublié. Fucking Henry. J'ai pris un malin plaisir à monter l'épisode de Hardcore Henry, par contre. On va pas se mentir. C'est un felf à l'ancienne, avec des inserts comiques, etc., etc. C'était rigolo. J'ai même mis du Herbert Léonard dedans. C'est un acteur porno? Et pas du tout, c'est un chanteur français. Ok. Donc, trêve de flagornerie, on n'est pas là pour éplucher des lentilles, puisque maintenant les intros, on s'en bat les couilles, hein, si j'ai bien compris, on est là pour bosser. Vivien, s'il te plaît, de quel film allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, nous allons suivre la difficile tâche de défendre les mécréants d'une ville en pleine décadence avec un Edward Norton criminel aux deux personnalités. Nous allons voir, non pas Fight Club, mais Primal Fear. Ouais, tu l'as vraiment écrit un peu à la va comme je te pousse juste avant qu'on enregistre en vrai. Hein. Non, ça va. Très bien. Donc, Peur Primale, un film de 1996 réalisé par Grégory Oblit. J'allais dire Hobbit, mais non. J'ai vraiment failli. Avec en tête d'affiche pléthore d'acteurs dont Richard Gere, Laura Linney, Edward Norton, John Mahoney, France McDormand, Terry O'Quinn et André Brouwer, que nous retrouvons également dans Brooklyn Nine-Nine. Ah bon? Eh oui, c'est Holt, le capichef, le commissaire. Mais oui, putain. Mais en jeune. Il me disait quelque chose. C'est un film qui a coûté 30 millions de dollars, qui en a rapporté plus de 102 millions et qui a au passage révélé l'acteur Edward Norton. Merci Wikipédia. Mais de rien, Olive. Et voilà. Tu parles tout seul, tu feras gaffe. On reste dans le thème. Exactement, on reste dans le thème. Alors, un petit avis à chaud, comme ça, sans entrer dans les conclusions. C'est un film que vous avez aimé, pas aimé, comment vous l'avez senti? Est-ce que c'est votre genre de film, en fait? Voilà, plutôt ça la question. Est-ce que c'est votre genre de film? Alors, pour ma part, oui. Même s'il est vrai que ça peut paraître un peu long comme film. Et toi, Kev? Moi, j'aime bien, oui. Enfin, j'aime pas le film, le genre, le style de film, le thriller, c'est un truc qui me passionne. Eh ben moi, pas du tout. C'est pas ma cam. On t'a pas demandé. C'est vrai, pardon. Du coup, je j'attends que quelqu'un me demande alors. Oui, vas-y, Olive, dis-nous ton point de vue sur... Eh ben moi, j'aime pas. C'est pas du tout mon genre de film. J'ai l'impression de répéter exactement ce que j'ai dit il y a 2 secondes. Ouais, non, c'est pas mon genre de film. L'avocat, les films un peu de mafieux, tout ça. Enfin, là, c'est pas trop le cas, mais tous ces films qui sont très ancrés dans le réel, où il se passe pas grand chose à mon sens, c'est pas trop ma cam. Mais je n'ai pas mis de hier et on va en parler de manière objective. T'as pas mis de quoi? De hier. Ah, de hier, j'ai cru que c'était en 2... Non mais j'ai cru... Oh ça va, j'ai cru que c'était en 2 mots. Il nous a fait une Vivien. Pas de jingle, j'ai improvisé un truc, mais c'est pas grave. Ok, Kevin, est-ce que tu peux nous raconter la première scène, s'il te plaît? Alors c'est un fond noir et on entend quelqu'un qui parle. Richard Gere qui dit que quand il a commencé la fac de droit, son prof lui a dit 2 choses. Que si votre mère vous disait qu'elle vous aimait, il fallait enquêter là-dessus et pas la croire. Que si vous vouliez, je sais plus quoi, je vais lire directement. Tac. Si vous voulez de la justice, allez dans un bordel, et si vous voulez vous faire baiser, allez au tribunal. C'est beau. Donc ça commence bien et puis on se rend compte en fait que c'est une interview et là l'intervieweur va lui demander qu'est-ce que c'est la justice, est-ce que ça le dérange d'enquêter sur, de défendre des criminels et tout ça, et Richard Gere va leur dire, il lui demande si ne pas savoir s'ils sont innocents ou coupables parce que ça le dérange. Il va lui dire que on va pas aller sur ce terrain-là et que lui, il y a qu'une justice qui existe, c'est la sienne, celle de convaincre des gens, des jurés. Et ça se finit
comme ça la première scène, parce qu'après il arrive dans un petit gala. Exactement. Merci beaucoup, Doudou. Ce Ouais. qui nous plante déjà pas mal, un petit peu. C'est une belle exposition très rapide du personnage, interprété par Richard Gere, donc Martin Vale. Qui est un archétype, en fait, de ce genre d'avocat qu'on va avoir dans ce genre de film, pour la plupart. Et j'aime beaucoup cette citation. Si tu veux, la justice va dans un bordel, si tu veux te faire baiser, va dans un tribunal. Je trouve que ça dit quelque chose de profond sur notre société. Je suis assez d'accord, et c'est très d'actualité encore, je pense, alors que le film a plus de 20 ans. C'est ça ? Oui, c'est ça, plus de 20 ans. Oui. Tu sais, moi, les chiffres, les maths, tout ça, c'est pas trop mon délire. Ok, petite présentation rapide des personnages centraux. Vivien, est-ce que tu veux faire un tour du propriétaire de Richard Gere ? Richard Gere, c'est Richard Gere, c'est-à-dire que c'est un acteur que j'adore parce qu'il est beau gosse, il est charismatique, et sinon, dans ce film, il est un peu picturé comme un connard égocentrique qui ne pense que à sa fame et à voir sa tête sur les journaux télévisés parce qu'il adore ça et qui défend des salopards. C'est une bonne entrée en matière, c'est tout à fait ça. Est-ce qu'il va changer au cours du film ? Alors il va changer, en fait, c'est pas qu'il va réellement changer, c'est juste qu'on va en apprendre un peu plus sur le pourquoi, des comment il est arrivé là, et il a des raisons un peu plus louables que simplement défendre des connards, avoir de l'argent et sa tête dans les journaux télévisés. Et il va avoir un gros changement, on va dire, avec ce garçon qu'il va défendre, parce que ce garçon qu'il va défendre est assez spécial, et à la fin il va être même... plus du tout dans cette mouvance d'apparaître sur les écrans, tout ça. En fait, il va avoir tout simplement honte de lui-même et peut-être partir en petite dépression. On a un personnage qui grandit et qui mûrit tout au long du film, et c'est quelque chose qu'on peut pas enlever. C'est très bien géré, je trouve, tout au long du film. Doudou, un petit mot sur Edward Norton ? Edward Norton joue un jeune de 19 ans qui est accusé d'un meurtre, celui d'un évêque ou d'un pasteur, je sais plus. Un évêque. Et voilà. Et on va le retrouver ensemble. Il va jouer un personnage très fragile psychologiquement parlant pendant une bonne partie du film. Et c'est l'homme qui va devoir défendre Richard Gere et prouver son innocence. Il est présenté un peu comme une personne de prime abord, comme ça, vu de l'extérieur, avant qu'on rentre vraiment que le film rentre en plus en profondeur dans le personnage. Il a l'air presque autiste, un petit peu, Edward Norton, dans le film. Et il faut bien comprendre que tout l'accuse. À ce moment-là, il y a le meurtre de l'évêque, et il est fait prisonnier par la police, il est recouvert de sang, il s'enfuit. Donc bref, il y a quand même, normalement, il n'y a pas de doute sur sa culpabilité à Edward Norton, à ce moment-là. Oui. On est bien d'accord, ok. Et... ouais, il y a d'autres personnages qui sont moins importants, à part peut-être l'anti-Richard Gere, donc l'avocat de la défense dont on parlera, mais c'est moi ce journaliste qui interviewe Richard Gere au début, qui n'a pas d'autre interaction avec personne, et qu'on revoit un peu plus tard dans le bar, où Richard Gere étant là tout seul dans le bar, en train de picoler parce qu'il a appris quelque chose qui n'était pas cool pour sa plaidoirie. Je savais pas quoi en penser en fait de ce journaliste, et je me suis même imaginé à penser que la TDI en fait venait peut-être aussi de Richard Gere. Parce que ce journaliste n'a d'interaction qu'avec lui. La TDI, qu'est-ce que... Le trouble dissociatif de je sais plus quoi là. De De l'identité. Exactement, comme dans Split. Qu'est-ce que tu veux dire par la TDI vient du journaliste Mais finalement, Richard Gere, dans les deux fois où on voit le journaliste, la première fois c'est au tout début du film, ce que nous a raconté Kev, on comprend que c'est un interview. Il y a même à un moment donné la secrétaire de Richard Gere qui rentre dans son bureau parce que Richard Gere a besoin de se faire son nœud de papillon. Et il y a le journaliste qui est là, qui est assis. Et on comprend que Richard Gere parlait au journaliste dans le cadre de cette interview-là. Le journaliste n'a aucune interaction avec la secrétaire de Richard Gere. C'est comme si il n'était pas là. Un peu façon Sixième Sens, si tu veux. Quand Bruce Willis discute avec la maman du gamin qui voit des morts, t'as vraiment l'impression qu'il est là, alors que finalement ils discutent pas tous les deux. Et au bar, pareil, Richard Gere est tout seul, il boit,
Son journaliste arrive, Richard Gere lui tend la bouteille, le journaliste lui repousse la bouteille vers lui, et même le journaliste à un moment donné lui dit il serait peut-être temps qu'on rentre tous les deux à la maison. C'est très intéressant ce que tu dis. Mais je sais pas, du coup, je sais pas trop quoi penser de ce personnage qu'on voit plus après, il disparaît, et qui sait du coup? Ouais, ce personnage, en fait, ça va être un peu une énigme au film parce que ça va être un fantôme que le scénario va rappeler de temps à autre, 3-4 fois. Et c'est vrai qu'il n'a de discussion qu'avec notre personnage principal. Mais oui, c'est très intéressant. En fait, je pense que c'est un peu comment dire, c'est mettre en avant ce qui va se passer plus tard. Il pourrait presque jouer le rôle de sa conscience, tu sais, quand tu as un dilemme moral. Et c'est intéressant de voir, il y a une scène après le gala, où il se retrouve, encore une fois, Richard Gere est au bar, et il discute encore avec ce journaliste. Mais la caméra les filme de temps en temps face cam, et de temps en temps, la cam est dans leur dos, et leur position est inversée, comme si c'était filmé dans un miroir. Alors c'est filmé dans un miroir. En fait, le facecam est un miroir. Le facecam est un miroir, et c'est le seul moment où en fait on voit le visage du journaliste tout simplement, de Greg Rogers. C'est filmé dans un miroir. On peut même peut-être faire une analyse sur le reste du film. Est-ce que toutes ces interventions ne sont pas un peu miroirs? Non, mais tout, en fait, c'est tout simplement, c'est à chaque fois qu'il intervient, c'est quand Richard Gere évolue. C'est intéressant aussi. Il est vu dans sa façon de penser. Au début, c'est je suis un archétype d'avocat. Je n'ai pas d'empathie pour pour les victimes. Moi, je défends mon client et je veux de la fame, du truc, du machin. Et plus on avance, et plus il s'attache à donc Edward Norton, quitte à le croire totalement innocent, alors que d'habitude il a bien dit que il croit pas de ça, sa justice à lui c'est pas ça, à le croire. Et à chaque fois qu'il va voir ce journaliste, il le voit 4 fois je crois dans le film, là, tout au début où il dit je suis comme ça, maintenant c'est tout. Une autre fois dans le bar où il a commencé l'enquête sur ce truc. Une fois quand il commence à perdre le procès parce que tout va mal, le journaliste l'attend à la sortie, Richard Gere l'envoie bouler, il pète un câble sur ces 2 trucs, et tout à la fin où voilà, il explique pourquoi il fait tout ça, que en fait c'est quand même un gars bien, il fait pas tout pour la fame, tout machin. Il lui dit même si tu racontes tout ça, je te mets un procès parce que ça entachera sa réputation. Et en fait, c'est l'évolution de Richard Gere qui est amenée, et qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau pan de cette évolution qui arrive, elle est illustrée par ce dialogue, enfin le monologue qu'il a avec le journaliste. Mine de rien, ce personnage qui est anodin et qui passe inaperçu dans le film, il a quand même une importance, peut-être pas dire capitale, mais en fait, il te raconte le film avant même que tu le saches. Si tu vois le film directement comme ça, tu peux pas voir le film directement comme ça, parce que tu sais pas que le film va être basé sur de la psychanalyse de troubles dissociatifs. Je pense pas que tu peux tout de suite te rendre compte de ça. Mais en effet, après une réflexion ou après un second visionnage, ce personnage raconte ton film. Voilà, moi c'est un personnage qui m'a vraiment interloqué. Pas à sa première, quand tu le vois la première fois, pas plus que ça, tu vois, parce que oui, c'est un journaliste, oui, d'accord, ok, mais c'est après la deuxième rencontre, troisième rencontre avec Richard Gere, où à chaque fois, même s'il y a du monde, il y a que des interactions avec lui. J'en suis venu à me demander, d'accord, du coup, est-ce que c'est un personnage fantasmé, tu vois, est-ce que c'est une sorte de conscience qu'il a, mais c'est pas la direction que prenait le film. Donc je savais pas trop quoi en penser, mais voilà, du moins on a des pistes en tout cas. J'ai beaucoup aimé la réflexion de Kevin aussi sur le fait que c'est l'apprentissage du héros se fait par l'intermédiaire de ce journaliste aussi. C'est plutôt cool. Un petit mot sur Laura Linney qui joue l'avocat de la défense, Vivien. Laura Linney, magnifique actrice, tant dans son jeu que dans sa beauté physique et émotionnelle, qui a donc eu une aventure avec Richard Gere, et qui est également avocate. Du moins, ils ont travaillé dans le même cabinet en tant que consultant. Non, je sais plus exactement. Non, consulat. Non, au bureau du procureur. Exactement. Et au final, Richard Gere a voulu faire sa vie
à côté à cause de trucs qui nous sont dits vaguement, une erreur, des regrets, il veut pas travailler pour des gens comme ça. Et elle est restée dans ce cabinet parce que ce qui l'intéresse, c'est pas ça, ce qui l'intéresse, c'est pas la fame que peut avoir Richard Gere. Bref, il y a un petit conflit entre deux, en fait, ça va être un peu la nuit et le jour, et en même temps, comme la nuit et le jour, ils se complètent très bien. C'est une sorte de non-couple qui va évoluer pareil dans le film. Et c'est vraiment l'histoire de Richard Gere il défend le vilain et Laura Linney elle défend les gentils, même si ça va très rapidement de se retourner cette situation. C'est l'exact opposé de ce que peut interpréter Richard Gere dans le on va dire dans le background du personnage. Et tu fais bien de dire qu'à un moment donné ça va se retourner, la situation va se retourner quand elle au départ elle défend c'est l'avocat de la défense, du coup il y a l'évêque qui s'est fait trucider de 78 coups de couteau je crois, les yeux ont été plantés, il a eu les doigts coupés, une partie gravé de tout ça, et on lui a gravé aussi quelque chose sur le torse, une série de chiffres. Et au final, très vite, en fait, on va apprendre, et là, on va tomber dans un cliché, en fait, mais c'était presque couru d'avance, en fait. Moi, je l'ai vu venir à des kilomètres, ce truc-là, que finalement, l'évêque, en fait, il faisait des petites sextapes avec ses enfants de cœur. Il ne participait pas, par contre. Il ne faisait que filmer pour pouvoir se décharger de ses démons intérieurs. Je crois que c'est comme ça que c'est raconté un peu dans le film. Mais tu sais, pour rebondir à ça, la deuxième fois que tu vois l'évêque, il sort de sa douche. Oui. À ce moment-là précis, il sort de sa douche, il en fait son père, j'ai fait putain, c'est sûr, il va y avoir un gamin sur son lit. Pareil, je pensais exactement la même chose. Je me suis dit, c'est sûr, il est louche. Enfin, on en parlera plus tard, ce film utilise beaucoup d'archétypes. Et là, je me suis dit, c'est sûr que lui, la toute première scène où on le voit au gala, il passe pour un homme charitable, enfin pour un homme d'église en vrai. Oui. Et la façon dont tu le vois filmer, sortir de sa truc, porte son petit truc en satin, sur sa table de nuit, tu vois qu'il a des trucs en or, beaucoup de, des bijoux, trucs. Je me suis dit, mais c'est sûr qu'on va voir un gamin ou quelqu'un allongé sur son lit. Enfin, il fait un truc qui choque les mœurs de ce personnage. Et ça arrivera bien plus tard dans le film en vrai. Mais c'est ça, moi aussi je suis d'accord. Dès la première scène où il t'est présenté, donc au gala, pour reprendre ce que tu disais, ça passe hyper bien. Enfin, il passe pour un homme d'église saint, comme ça doit être en fait. Mais c'est ça. Et t'as vraiment le positif, négatif, presque deux scènes qui se suivent. C'est la scène juste après. Juste après, hein. Il sort de sa douche, etc. Et oui, comme toi, je me suis dit, il va y avoir un truc sale. C'est sûr, je me suis dit, c'est lui qui va être au centre du film, d'une façon ou d'une autre. Oui. Mais juste pour parler de cette scène du gala qui permet de t'introduire tous les personnages importants de ce film. Oui, c'est vrai qu'ils sont tous au même endroit. Ils sont tous dedans. Il y a l'avocat, la procureure. Il va y avoir l'ancien procureur général qui va avoir un rôle dans le truc. Il y a donc l'évêque, il y a Edward Norton qui est un enfant de cœur, donc il est en train de chanter. T'as la juge, t'as tous ceux qui vont jouer un rôle plus ou moins important dans cette affaire sont présents. Mais subrepticement, il n'a pas voulu sortir ce mot, de façon discrète, et tu les vois tous, tu les entreaperçois tous. Et voilà. Ça, c'est du travelling en fait. Tu suis Richard Gere qui est invité au gala, etc. Et pareil, un truc tout con, c'est mort de l'évêque. Il va y avoir les enquêteurs qui vont arriver donc dans cette maison. Il y en a un, il y a le corps. On voit même pas le corps. Il va ouvrir un tiroir, il va y avoir plein de cassettes. Et la première chose que je me suis dit quand j'ai vu ces cassettes, j'ai fait. Putain, c'est sûr, il y a des preuves. Il a fait des trucs sales avec des enfants. Évidemment. Je pense que parce qu'on a déjà vu plein de films, comme ça, mais on en parlera plein. Mais je trouve que ce film est rempli de clichés. En fait, c'est même plus pour moi du cliché à ce niveau-là. C'est presque malheureusement de la pop culture. Les évêques qui couchent avec des enfants et qui filment ça sur des cassettes, c'est devenu vraiment un truc culturel que tu vois comme tu as dit dans des films, et que du coup, la façon dont c'est filmé, c'est pas filmé innocemment, c'est-à-dire que tu as un appui sur le prêtre quand il sort de sa douche, tu as un appui sur les cassettes, et c'est des inserts qui
qui te force à croire, par rapport à ce que tu connais déjà du cinéma et malheureusement de la vie réelle, que, bon, il y a des trucs chelous qui se passent. Après, ouais, il faut replacer dans son contexte. Et en 96, peut-être un peu différent. Mais aujourd'hui, comme tu dis, c'est de la pop culture. Enfin, c'est rentré dans tout ce qui est pop culture. Parce que ça a été fait, refait, refait plein de fois. Et direct, en fait, tu le sens. Même moi, le twist final de ce film, je m'y attendais, mais gros, comme une baraque, en vrai. Moi, j'étais un peu surpris. Il n'y a rien qui m'a étonné dans ce film. Tout ce qui se passe, je me dis ok, ça va se passer. Moi, j'avais pas vu le film, hein, comme quand tu l'as annoncé la semaine dernière, je connaissais pas, même pas le titre, je connaissais rien du tout. Mais comme tu nous disais la semaine dernière, on va faire Peur Primale, qui nous préparera peut-être après à faire Fight Club, parce que t'hésitais avec Fight Club la semaine dernière quand tu as annoncé le film. Et du coup, moi, je suis parti avec, comme bagage pour regarder le film, je suis parti avec cette phrase de toi. Il m'a dit, on va pas faire Fight Club, on va faire ça, c'est une bonne approche pour parler de Fight Club plus tard. Donc déjà, j'étais quand même dans un mindset où je me disais, il va y avoir un truc à la Fight Club du coup, parce que il veut préparer Fight Club avec ce film-là, etc. Donc déjà, j'étais très à l'écoute. Mes yeux, ils étaient en train de à quel moment ça va partir en couille. C'était pour ça que le journaliste m'a autant interpellé en fait, alors que pour moi, il serait peut-être passé inaperçu si j'avais pas eu ce bagage-là au départ. Et dès la première scène où Richard Gere arrive au gala, donc ce que disait Kev, et par l'intermédiaire de différents travelling, etc. Même c'est un peu le générique même du film. On passe en revue tous les personnages importants qu'on va rencontrer au cours du film. Edward Norton est un enfant de cœur et il chante à ce moment-là, mais il n'a pas la tête de l'Edward Norton un peu autiste qu'on voit après dans le film. C'est pas la tête. Il a l'air très sûr de lui quand il chante. Et du coup, direct, je me suis dit 1. Il va y avoir. Donc le twist, je l'ai senti direct à ce moment-là. Alors que si j'avais pas eu ce que tu nous as dit, j'aurais été surpris, je pense, un peu plus par le twist. Mais du coup, voilà. Donc on peut peut-être parler du twist, parce que là, on est en train de teaser un truc et de toute façon, on s'en bat les couilles. Spoiler alert, voilà, ça c'est fait. Quelqu'un veut en parler ? Alors, Edward Norton, dans ce film, joue un enfant de cœur, l'a compris, qui a bel et bien assassiné son prêtre. Mais en fait, pas exactement. Pourquoi ? Parce que Edward Norton, qui joue Aaron, joue aussi un deuxième rôle, celui de Roy, son alter ego démoniaque, on va dire, qui prend le dessus sur la personnalité d'Aaron lorsque Aaron se sent menacé. C'est un peu, comme est dit dans le film, l'homme de la maison. C'est Aaron qui pleure et c'est Roy qui vient à sa rescousse. Roy, donc, c'est quelqu'un de violent qui est capable de meurtre, qui est capable de criminalité, mais du coup, avant tout, Aaron, c'est un enfant malade. Et le but du film, c'est de lui faire éviter la peine de mort. Parce qu'aux États-Unis, il y a encore la peine de mort dans la plupart des États. Donc, tout le truc du film, c'est Richard Gere, maintenant, il est sûr, il est persuadé qu'il est innocent, même s'il est un peu coupable. Il a défendu tout son être pour ça. Il faut qu'ils arrivent à sauver cet enfant. Cet enfant n'a rien fait. L'avant-dernière scène du film, Edward Norton est enfin, du moins Aaron, est enfin inculpé, on va dire, de pas grand-chose. Il va être interné dans un hôpital. Disculpé, pardon, oui. Il va être interné dans un hôpital. Et un truc très important, dit tout au long du film, c'est que Aaron a des trous de mémoire quand Roy prend le dessus. Roy, juste avant, a pris le dessus dans le tribunal et a agressé l'avocate de la défense. Aaron ne s'en souvient pas, pourtant Aaron va dire à son avocat, Richard Gere, « Désolé pour ce que je lui ai fait, désolé pour le coup, dis-lui, j'espère que ça ira ton coup. » Sauf qu'il n'est pas censé s'en souvenir. Et là, applaudissements à la Joker, en fait, Roy, ou du moins Aaron, n'a jamais existé. Aaron était un jeu fait par Roy depuis tout le long. Alors, est-ce que Roy est une personnalité qui a bel et bien existé chez Aaron et qui a pris le dessus au final ? Ou est-ce que c'est tout simplement Aaron qui s'est dit « Bon, maintenant, je vais devenir dingue et puis c'est tout ». Tout ce qu'on sait, c'est que Aaron a échappé à la prison et Roy est en liberté. Tout ça grâce à Richard Gere. Et du coup, ça fait écho à ce que tu disais au début, en parlant de la fin du film, Richard Gere s'en va vers sa dépression, puisqu'il a laissé plus ou moins en liberté, acquitté en tout cas, un psychopathe en puissance. Après, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir ? Je veux dire, c'est pas très réaliste dans le film, mais je suppose que ça a dû déjà arriver dans la vraie vie.
il a réussi à tromper une psychanalyste. Bon, une psychanalyste générale, on va dire académique, mais il a réussi... non, une neuropsychanalyste, je crois. Mais c'est pas facile de tromper un psychologue. C'est que quand même, il a des balls, cet enfant. Oui, mais fallait qu'il soit un petit peu, fallait le présenter comme au moment du twist, fallait justement qu'il y ait ce parallèle déjà fait et établi avec la neuropsychologue pour que justement ce soit oh, en fait, il était comme ça depuis le début. En fait, c'était un méchant. Tintintin. Le méchant, oui, c'est le méchant. Résultat, c'est un des rares films, j'ai envie de dire, d'enquête policière où il n'y a pas de gentils. Il n'y a que des méchants. Non, et finalement, est-ce que ce film se termine bien ? Ben, pas tellement. Bah, très mal même. Eh oui. Ah, parce qu'en plus, il annonce avoir tué quelqu'un d'autre. Oui, c'est vrai, il annonce avoir c'est tué... Donc, Linda, sa girlfriend, enfin, on sait pas trop, elle a un rôle, enfin, elle a pas de rôle et on en parle beaucoup dans le film, mais on n'en sait pas grand-chose. Mais il annonce qu'il l'a tué parce qu'elle couchait avec trop de mecs et que ça blessait, que lui, il était pas trop d'accord avec ça. Et il annonce ça très calmement, en plus ça peut passer inaperçu, vraiment. Il l'annonce tout à la fin, en plus, t'es déjà secoué par le twist, et il te dit, bah elle, je l'ai tué aussi. Et Richard Gere sort enfin, on imagine de la prison du tribunal. Du tribunal, ouais. Ce qui est ultra drôle, hein, c'est qu'à un moment donné, il est dans la pièce du tribunal et il entend encore le mec qui est dans les cellules lui gueuler dessus. Je suis pas sûr que ce soit aussi mal insonorisé, mais moi ça m'a rappelé quelqu'un, ça m'a rappelé une histoire qu'on a vécue toi et moi, Doudou, où on l'entendait de très très loin, notre interpellé. Oui, c'est vrai que ça me rappelle quelque chose aussi. Mais et après il sort, donc on sait pas de quoi. J'imagine du tribunal, mais on sait pas. Si, en fait, ici, il va pour sortir du tribunal, là où il y a tous les journalistes qui attendent, tu sais, pour les interviews de sortie, etc. Et lui, donc finalement, il sort par la porte de derrière. il préfère sortir par la petite porte. Ouais, et ça se finit comme ça. En plus, c'est vraiment, tu sens qu'il est face à l'inconnu. Il est face au vide. Vraiment, ça l'a déstabilisé énormément. Et voilà. Mais t'as un mouvement de caméra qui te le montre bien, ça aussi, ouais. C'est quand il sort de la cour, vraiment, donc il est encore, il est dans le tribunal, il sort de la cour et la caméra panote, elle fait un 180 degrés, où elle le filme et l'image se retourne en fait au moment où il passe la porte. C'est encore une fois, c'est un cliché presque de réalisation, mais ça te fait bien comprendre que il a vrillé en fait, il s'est fait baiser. On va pas mentir, c'est toute la réalisation de ce film est très standard. Il y a rien qui sort. Je veux dire, c'est pas le propos. Je pense que il faut plus s'attarder sur l'histoire et le développement des personnages plus que la réalisation. Et ce réal, il a fait un autre film que moi j'avais bien aimé, mais je l'ai vu il y a très longtemps, donc je suis peut-être pas sûr de l'aimer encore si je le regarde aujourd'hui. C'est La Faille, avec Anthony Hopkins et Ryan Gosling, et pareil, c'est une histoire avec un avocat et truc, et je me rappelle de ce film que j'avais un bon souvenir. Bon, écoute, je pense que suite à cette discussion, je pense qu'on peut lancer un petit débat très simple et sain. Les garçons, pour ou contre la peine de mort ? Ok, merci Vivien, c'était très intéressant. Donc la réalisation, comme on a dit, on va pas en faire état. Finalement, Kev, t'as bien résumé, hein, le propos du film ne tient pas dans sa réalisation. C'est l'intérêt du film est ailleurs, c'est vraiment dans son histoire. En termes de rythme, vous en pensez quoi d'ailleurs, du film ou de ce genre de film en particulier ? Alors, j'ai eu l'occasion de le re-regarder la veille avec une amie, et moi qui étais déjà un grand fan du film, j'ai pas beaucoup fait attention, mais cette personne m'a dit que le film, c'était un peu comme un beaucoup trop long épisode d'NCIS. D'ailleurs, il a pas réalisé des épisodes de ça aussi, Grégory Oblitz, avant de se lancer vraiment dans le cinéma. Il a pas fait Est-ce des que trucs tu veux que je te donne NCIS? cette information là rapidement ? Non, il a fait La Loi de Los Angeles, c'est pas NCIS. Il a fait New York Police Blues. Tout un tas de séries qui me passionnent, dis donc. Toi, Doudou, sur le rythme du film, ce genre de truc, est-ce que tu penses que c'est vraiment inhérent à ce genre de film, ou est-ce que lui, particulièrement, peut-être un chouille plus lent ou quoi que ce soit ?
Non, après, je pense que c'est que un film, qui a un rythme plutôt lent, c'est logique pour un thriller et une enquête policière, si on veut. Mais celui-ci, il est pas mal. Je pense qu'on peut cutter 10 minutes, 15 minutes du film, ça se verra pas. Parce que on a déjà traité ici des films. Prisoners de Villeneuve, par exemple, dure plus de 2 heures aussi, a des passages très lents, mais le rythme est un peu plus soutenu. Parce que on ne suit pas qu'un seul personnage. Là, en fait, dans ce film, on ne suit quasi que Richard Gere. Donc on est tout le temps derrière lui. On aurait suivi un peu plus la procureure, je me rappelle plus de son nom, Madame Lavette ou Vanelette, ou je sais plus. Donc on aurait suivi la procureure dans son enquête à elle aussi. Et ben, je pense que le film aurait gagné un meilleur rythme parce qu'on aurait suivi un autre personnage. Là, on suit exclusivement Richard Gere dans tout son questionnement, et ça, je pense que ça impute beaucoup au rythme du film. Ouais, je suis assez d'accord, ça aurait été parce que finalement, Janet Venable, donc l'avocat de la défense, je pense que c'est elle dont vous voulez parler. Voilà. Exactement. On ne voit pas son enquête, on ne suit pas trop son point de vue, mais elle subit du coup ce que va lui imposer Richard Gere tout au long du film. La découverte de la cassette vidéo, chez l'évêque, etc. C'est des choses qui vont poser des problèmes moraux, poser des problèmes à la défense, etc. Mais finalement, c'est l'action de Richard Gere qui va la mettre face à cette cassette, etc. Donc finalement, on ne voit pas trop, elle, ses interactions avec son équipe pour tenter de solutionner et de rendre coupable Edward Norton, finalement. Donc ouais, je suis assez d'accord. Il aurait gagné à perdre peut-être une bonne quinzaine de minutes. Ça aurait pas spécialement nuit au récit. Et puisque vous me demandez pas, je vais quand même vous le dire. Moi, je suis pas à la base, comme j'ai dit, un adepte de ce genre de film. Donc de base, je les trouve longs. Et c'est ce genre de film où si je suis pas un minimum concentré, je me perds trop parce que il y a souvent beaucoup de personnages et même s'il y en a pas beaucoup, ils se ressemblent tous. Là, tu sais, c'est des avocats, du coup, ils sont tous en costume, etc. Donc, à part Richard Gere, parce que je le reconnais, mais sinon, ils vont tous rapidement se ressembler. Et si je suis pas un minimum réveillé, il va vite m'embrouiller en fait le film parce que. Mais c'est raciste ça, monsieur. Mais pas du tout, j'aime bien les hommes qui portent des costumes et les femmes qui portent des tailleurs. Mais enfin bon, s'il y en a 40 qui sont grands, bruns, 1m80, le seul dont je vais me souvenir, c'est Richard Gere et le Black, parce que c'est les seuls qui sont un peu différents du lot, quoi, tu vois. Qu'est-ce que tu veux dire par différent ? Attends, j'aurais pas dû dire ça, ouais. Enfin bref. Et voilà. Pour moi, ce genre de film est presque soporifique si je suis pas vraiment concentré dessus. D'ailleurs, je l'ai vu en 2 fois. N'ayant pas beaucoup dormi cette nuit, quand j'étais à la moitié du film, je suis je vais faire une sieste. Parce que sinon, je verrai pas la fin, je vais devoir broder des bricoles ou lire un résumé. Donc voilà, pour moi, c'est ce genre de film, c'est pas ma came parce que souvent beaucoup de personnages se ressemblent et en plus le rythme est un peu lent. C'est pas un reproche à ce genre de film, c'est vraiment ça n'engage que moi, quoi. Merci Olive pour ton avis. Mais de rien, ça me fait plaisir. Donc ce sera 10 séances en consultation le mercredi de 15h à 16h. Merci beaucoup. Ah non, la blague du psychologue, c'est seulement quand on fait des cinémotions. Pardon, je me suis trompé de... On a fait ça comme blague dans les cinémotions. Oui, on a fait ça comme blague dans les cinémotions. Sur l'horreur, je crois. Oui, c'est moi, je m'en souviens. Et oui, c'est même moi qui dois les consulter. c'est moi, je m'en souvenir. Et oui, et pareil, moi, parce que là, on discute du c'est film. Sympa, et moi j'aime bien. Dans ce film, mis à part Richard Gere, pour lequel j'ai pas grande affection, parce que voilà, tout simplement, c'est un acteur ok, il joue bien. Ok, mais j'aime beaucoup donc l'acteur qui joue Ray Holt dans Brooklyn Nine-Nine. Je trouve que là en plus il joue très bien. Il y a Abigail de Urgence qui joue sa secrétaire et moi j'étais un grand fan d'Urgence quand j'étais plus jeune. Il y a même le vieux dans Lost qui a une moustache, c'est magnifique. Et moi dans ce film en fait je cherchais à trouver tous les seconds rôles qui ont joué dans d'autres trucs. Il fallait bien que je me tienne éveillé quand même. Non, ça va, on a une belle brochette d'acteurs quand même. Ouais, non, oui. Et puis je trouve
sans ça que ils jouent tous plutôt juste quand même. Hein. Bah, on est dans un film, comme tu l'as dit toi-même, qui se base sur des archétypes et des clichés. Donc, par exemple, André Bauer, il joue un archétype d'un ancien policier un peu à la retraite qui essaye d'apprendre le monde de la justice. Et bah, il va un peu surjouer. Mais c'est parce que c'est son rôle, c'est pas son jeu qui est mal, tu vois. Non, parce qu'ils jouent. Moi, je trouve que les acteurs jouent bien. Donc, c'est ça les rend presque humains. Même si ça reste des caricatures. Mais c'est bien fait. Oui, il est très ancré dans le réel et on se sert de ces archétypes ou de ces caricatures pour encore renforcer cet effet-là. Hein, finalement, si les archétypes existent, c'est qu'à un moment donné, c'est bien inspiré de quelque chose quand même. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Ah, mais oui. Mais c'est beau ce que j'ai dit. C'est enfoncer des portes ouvertes, j'appelle ça. Ok, avez-vous d'autres choses à ajouter sur le film, de manière générale, ou est-ce que, selon vous, on en a fait le tour ? Bah, étrangement, c'est un film très long, mais très peu... En fait, il se passe pratiquement qu'une seule chose tout le long du film. Bah, c'est ça. Alors, ce qui est marrant, c'est toutes les scènes au tribunal, du coup, parce que le film est quand même entrecoupé de parties un peu enquête, où on suit Richard Gere et ses copains qui mènent l'enquête comme des détectives, hein, parce que vraiment, il y a des courses-poursuites et tout ça. Ça rigole pas. Les avocats aux États-Unis, ça rigole zéro. Hein. Ça y va à fond. Ah bah, ils sont pas en petite toge, là, à courir avec leur robe. Hein. Ah non. Et chaque scène d'enquête qui fait avancer le scénario, hein, du coup, on est bien d'accord, est entrecoupée de scènes se passant au tribunal où on voit au fur et à mesure l'avancée du procès. Ce qui est un rythme intéressant. Et c'est là que tu te rends compte vraiment des différences fondamentales qu'il y a entre les tribunaux à la française et aux États-Unis. Je sais pas à quel point c'est surinterprété, c'est imagé ou quoi que ce soit, mais c'est du théâtre en fait. Ouais. C'est une scène de théâtre pour les avocats là-bas. Ce qui est assez incroyable, et c'est très bien dit, hein. Moi mon rôle c'est de convaincre des jurés en fait, c'est juste ça, de les charmer, j'ai envie de dire. Ok, eh ben si on a fait le tour, on va pouvoir passer aux conclusions. Kev, s'il te plaît. Alors bon, maintenant je vais pas vous dire voyez-le pas parce qu'on vous a spoilé tout le film, donc ça sert à rien que vous y alliez. Et non, en fait, il se regarde vraiment. Si vous aimez bien le genre, il y a aucun souci, il respecte tous les codes, il les respecte même un peu trop, et il n'y a pas de grande surprise. Comme je vous ai dit, c'était la première fois que je le voyais. J'ai pas été étonné par le twist, ce qui est un peu dommage, ça se voit un peu comme des kilomètres. Mais sinon, les acteurs jouent bien, il y a une ribambelle d'acteurs que j'aime bien. Donc je le valide. Il passe la moyenne, quoi. Ah, parce que maintenant tu mets des notes. Ouais, j'ai décidé. C'était mon nouveau système de notification. Je vais leur dire. De notification. T'es sûr? Putain, de notification, oui. De notation. Oh la vache. Et on est matrixé, hein, quand même. C'est ouf. Et ouais. Et donc, il passe la moyenne. C'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire. Ok, merci beaucoup Doudou, je suis bien d'accord avec toi. C'est un film donc noté moyen. Ok, enfin dans la moyenne, pardon. Vivien, s'il te plaît. Moyen plus. Moyen plus, ça d'accord. Ça va. Moi, écoutez, sur... je sais pas... sur l'échelle de Jacob, tu lui mets combien? Sur l'échelle de Jacob, je lui mets... Allez. Ouais, je lui mets Bernard. 8e barreau. 8e barreau. C'est marrant, le barreau. Avocat. Ouais, bah, je l'ai pas eu pendant ce film. Hein. Oh la vache. Très bien. Bravo. Putain, c'est même pas Olive qui l'a faite, je suis déçu. C'est cocasse. Là, on parle d'enfant de cœur, de prêtre, Enfin, bref. Ah ouais, c'est tout pour Olive, ça, normalement. C'est vrai, j'avoue. J'aime beaucoup ce film. Moi, la première fois que je l'ai vu, je m'attendais pas au twist final. Je m'attendais à la double personnalité, je m'attendais à la pédophilie, je m'attendais pas au twist final et j'ai eu un peu la même réaction que l'avocat, genre quand il a dit, quand il a fait la révélation, j'étais en mode attends. Ah. Et du coup, je me suis tout de suite rapproché en fait de l'avocat. Et non, c'est un film que j'aime beaucoup et bah c'est les débuts d'Edward Norton et c'est un de mes acteurs favoris avec je vais pas refaire cette blague, je sais plus comment. Avec les 8000 d'autres. Avec les 8000 autres. Mais Bruce Willis, Stallone, non, DiCaprio. Je sais pas Stallone, je suis Schwarzy mais pas Stallone. Non, c'est un film que j'aime beaucoup, que je recommande. Après, bon, là, malheureusement, on a tout spoilé, donc il y a plus grand intérêt, j'ai envie de dire.
Parce que le film. Il y a sinon, prescription, hein, le film est de 1996, je pense que voilà. Hein. Non, Ceux qui mais écoutent si les l'émission, jeux- normalement, non. ils ont vu le film. Je suis pas sûr. vous aviez pas C'est vu vrai. le film. Mais en tout cas, voilà, c'est un film que j'aime bien, que je recommande quand même. Ça peut être intéressant. Si on aime le genre, ça peut être un truc à se mettre en plus dans la poche. Si on aime les acteurs présents en plus. Et voilà, je recommande ce film. Je lui mettrai 4 ketchup sur 2 feuilles d'aluminium. Ok, merci Vivien. Et toi, Olive? Eh ben moi, écoute, c'est pas un film qui m'a filé le barreau, j'ai envie de te dire. Fallait que je la fasse. Ah bah hein, bravo. Non mais oui, bah, évidemment, c'est Ah moi, bah c'est bravo. Olive, pardon. Bah, oui, Oh c'est là normal. là Bah, là mais là. je sais. Ouais. Comme je vous l'ai dit déjà 2 fois, et puis plusieurs fois dans d'autres épisodes, c'est pas ma cam. Ah Donc, bah bravo, bravo. Pardon, excuse-moi. J'ai du lag. Moi, à part la partie sextape, j'ai pas trop compris ce qui se passait dans le film. Ah bah bravo. Bref, non, voilà. très mal, c'est- Kev. oui, Ah je bah sais. bravo. C'est parce qu'il a- bravo. Donc ouais, je pense qu'il répond à tous les codes de ce genre de film. Donc si vous êtes friand de ce genre de film, avocat, les indéfendables, les enquêtes, le tribunal, etc., la lenteur, voilà. Il répond à tous les codes, donc vous aimerez, je pense, ce film. Il est très daté, il est très ancré dans son époque. C'était donc l'époque où il n'y avait pas encore de téléphone portable et où les ordinateurs étaient à mi-chemin entre les écrans plats et les écrans cathodiques encore. Voilà, pour cibler un petit peu. Sinon, c'est très bien fait. L'histoire est bien, le twist est bien. Hein, du coup, tout ça fonctionne, j'imagine tout ça très très bien. Donc pour moi, je lui mettrais la note de 4 sopalins et demi. Ah, stylé. C'est avec l'histoire de la sextape, c'est l'histoire de Sopalin encore. Bah évidemment. Ah bah oui. Tu sais, mon fils est dans la préadolescence, je pense que c'est le moment pour reprendre des actions chez Sopalin, hein, parce qu'on va bientôt être il va rentrer dans le dur là, il va être en plein dedans, tu vois. Comme le prêtre. Et bah non, ce prêtre Non. ne rentrait Non, pas non. dedans. Il est vrai. Non, Il est vrai. il ne faisait que regarder. C'est vrai. Eh bien, c'était notre avis sur Peur Primale. Voyez-le pas. Voilà. Ça va être C'est- notre grande ouais. émission. Voyez-le pas. Ça va vraiment devenir notre nouvelle émission. Voyez-le pas, nouveau concept. On vous résume un film en 10 secondes. Ah, ta gueule. Et donc la semaine prochaine, ce sera déjà mon deuxième film animé, et donc je passerai la main après à mon doudou d'amour. Mais pour fêter ça, j'avais envie de me faire plaisir, donc la semaine prochaine, nous allons parler de Moulin Rouge. Moulin Rouge. Moulin la semaine- Rouge. Le Moulin Rouge. Je suis pas là. Bon, oui. Si vous m'avez déjà forcé à regarder un Baz Luhrmann, je vois pas pourquoi je devrais m'en taper un deuxième. On l'a fait l'année dernière, il y a prescription, je t'ai pas imposé Twilight 2. Non mais vous m'avez imposé Twilight 1, Romeo plus Juliette, puis plein d'autres films. Twilight 1. Et Twilight 1. Putain, ouais, c'est vrai que celui-là quand même m'a fait mal. Hein. Et Twilight 1. Ah pardon, je lag aussi un peu, c'est pour Putain, ça. la vache. Ah pardon, je rigole sur la blague du barreau de tout à l'heure, parce que Bref. Moi aussi je rigole sur la blague sur les avocats et le guacamole que j'ai pas fait. Et, Pourquoi c'est toujours à la fin? Pourquoi mais j'avais envie depuis tout à l'heure j'ai envie de placer le mot guacamole, mais je sais pas, j'ai pas. Il pataugeait dans le guacamole, c'est marrant pour un avocat. Ouais, il y a j'ai plein de. Pas moyens de- réussi, y a rien qui est sorti. Bah, un peu Ah. comme ce film en fait, il y a rien Ouais, qui mais est pas sorti. comme le prêtre. Oh 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 Oh, 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 oh. oh. Et voilà. Mais vous êtes dégueulasse. Grave. C'est nous, c'est normal, voilà. C'est Doudou et Chouchou, hein, amis pour la vie, et plus si Infinity. Voir. Et donc semaine prochaine pour Moulin Rouge, on va s'éclater. Waouh, trop Et oui, bien. on va s'éclater. Sur ce, merci de nous avoir écoutés. Pensez à vous abonner, clocher, partager, tout ça, vous le savez très bien. Les garçons, merci beaucoup. Bah, de rien. Et à la semaine prochaine, du coup. À la semaine À la semaine prochaine. Salut à tous, bisous. Ciao ciao, bisous.